Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin, Gabon, référendum constitutionnel, la démocratie des bérets, telle est notre grande interrogation. Oui, nous nous intéressons actuellement au Gabon, c'est un pays cher à notre cœur. Eh bien, mesdames, messieurs, là-bas, au Gabon, le gouvernement de transition a adopté le jeudi 17 octobre dernier en Conseil des ministres le projet de constitution. Le texte sera soumis à référendum le 16 novembre prochain. Dans un mois, une nouvelle étape dans le processus politique, un an après le renversement du président Ali Bongo par les militaires du CTRI. Il n'y aura que 4 semaines pour organiser donc ce scrutin le samedi 16 novembre prochain. Les électeurs gabonais seront donc invités à dire oui ou non à cette nouvelle constitution dont la version définitive n'est pas encore aujourd'hui publiée, mais pour laquelle une campagne de sensibilisation est lancée depuis le début du mois courant. Le texte a d'abord été, on va le dire comme ça, rédigé par un comité d'experts qui est passé par le Parlement de transition, députés et sénateurs réunis dans l'Assemblée constituante. Le mois dernier, ont proposé plus de 800 amendements. Eh bien, tous ont été examinés mardi dernier lors d'un séminaire organisé autour des militaires du CTRI et du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Eh bien, à qui revenaient les derniers arbitrages. En attendant de connaître en tout cas ces ultimes arbitrages, on sait que les parlementaires avaient maintenu les dispositions de l'avant-projet concernant les critères d'éligibilité à la fonction présidentielle, notamment être né de père et de mère gabonaise et avoir une épouse gabonaise. Seulement dans cette constitution, il y a quelque chose qui va marquer les esprits. Eh bien, il est dit que ceux qui ont pris le pouvoir après les Bongo doivent devenir des héros. D'ailleurs, il y a un texte qui le dit haut et fort. Eh bien, ces derniers seront clamés, chantés. On va chanter leurs louanges. Ils seront des héros. Eh bien, les autorités de la transition présentent cette étape de l'adoption de la nouvelle loi fondamentale pour le Gabon comme étant décisive pour pouvoir mettre ensuite en œuvre des recommandations émanant du dialogue national inclusif d'avril 2024. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Gabon, référendum constitutionnel. La démocratie des bérets, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant à l'université de Douala, il est sociologue, il est notre invité ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gross, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir que d'être là et de participer à l'éveil de l'Afrique, mais surtout à la continuation du combat de libération de notre continent. Très heureux de vous avoir, Jonathan Batengene. Le jeudi 17 octobre dernier, eh bien, là-bas au Gabon, on a adopté, on va le dire comme ça, en Conseil des ministres, le projet de constitution. On va aller pas à pas d'ailleurs dans cette constitution. Eh bien, vous, commençons déjà par là. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi fondamentale? Vous savez, c'est l'aboutissement aussi d'un processus. Le président Oligui Nguema n'est pas un panafricaniste, il ne s'en revendique pas. Il a sa démarche de militaire dans la France-Afrique contemporaine. Ce que Macron appelle la France-Afrique 2.0, c'est le genre de dirigeant qui aura son autonomie, peut-être pas sa souveraineté. Donc, il va se battre dans ce sillage-là. Et il a comme lourde responsabilité de faire le marketing de la démocratie dans les néocolonies. Alors les démocraties néocoloniales, c'est quelque chose qui va être vendu aux Africains. Ça a commencé avec le Sénégal, ça se poursuit actuellement avec le Gabon, ça va également se faire au niveau du Togo. C'est un peu le rebranding de ce qu'on avait vu dans les années 80, mais avec une prise en considération des dynamiques panafricanistes, des revendications panafricanistes. On fait semblant? Oui, on fait semblant. On rentre donc dans quelque chose que nous, panafricanistes, nous suivons de très près parce que l'évolution de cette démocratie néocoloniale va nous permettre d'évaluer ceux qui ont décidé de continuer
avec le colon, ceux qui ont décidé de continuer le colon, en modifiant un peu leurs relations. Et c'est ce que le Gabon est en train de proposer. C'est en droite ligne avec donc, ce qu'ils ont appelé le grand dialogue national inclusif avec toutes les parties prenantes. Vous avez vu certains points que vous avez évoqués, c'était le point sur la sous-commission sur la nationalité, qui s'était penchée dessus. Vous avez d'autres points qui ont été abordés. Et au fur et à mesure, quand on va déplucher, c'est les résolutions de ce grand dialogue qui sont actuellement mises en place. Moins d'1 an après que ce dialogue se soit tenu, Oligui Nguema veut passer à la phase finale, c'est-à-dire l'adoption de la Constitution, parce que dans son cahier de charge, il y a l'adoption de la Constitution. Il veut passer à l'adoption de la Constitution, certainement pour préparer cette fois. Cahier de charge imposé par qui? Non, cahier de charge que lui il a défini. C'est lui qui a défini le cahier de charge? Oui, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont défini le cahier de charge et ils avaient parlé des grandes assises, puis il y a eu ces grandes assises et puis maintenant il y a eu ce cahier. Parlons justement du cas Clotaire Oligui Nguema. On nous fait savoir justement dans cette nouvelle loi fondamentale que ceux qui ont pris le pouvoir après les Bongo seront considérés comme étant des héros. D'ailleurs, il y a une partie comme ça dans cette loi fondamentale. À ce niveau, mon frère Ross, c'est effectivement ça le problème des démocraties néocoloniales, lorsqu'on se met à la démocratie néocoloniale. Dans la démocratie néocoloniale, on se voit toujours comme celui qui apporte la lumière. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, du moins chez les vrais patrons de Brice Clotaire, qui sont l'Élysée, Washington, on lui fait comprendre qu'il est en train de renégocier ce qu'on appelle un New Deal. Oui. Il est en train de placer le Gabon à un niveau où les Gabonais seront fiers. On lui fait croire que le partage des ressources du Gabon avec les puissances occidentales, en créant un peu plus de justice dans la part qui revient aux Gabonais entre Gabonais, c'est-à-dire que c'est toujours ce qu'on te propose. Vous avez dans le partage la grande partie qui vient en Occident, et la petite partie qui reste entre vous, les locaux, on dit il faut simplement de la justice. Et c'est d'ailleurs ce que les oppositions néocoloniales aiment souvent nous répéter. C'est dire oui, les Blancs ont pris, mais quand ils nous laissent le peu, là, on fait comment? On partage, alors ça vient entre nous. Donc, on t'accorde cette petite part et tu dois partager cela avec plus de justice. Alors, puisqu'il propose aujourd'hui ce New Deal pour les Occidentaux, il est un héros. Là-bas, il est présenté comme tel. Donc, dans ces cercles, plus on lui répète qu'il est un héros, plus il croit effectivement qu'il est un héros. Mais il devrait se souvenir qu'avant lui, il y a eu les Mobutu, il y a eu les Bokassa, qui ont été plébiscités dans ces cercles-là, mais après ils ont été vomis par les mêmes cercles, quand les choses n'ont pas bien tourné. Donc, dans la démocratie néocoloniale, il se dit entre eux qu'il est quelqu'un qui est en train de faire bien, et lui il commence à se convaincre qu'il est en train de faire bien. Vous avez vu par exemple, dernièrement il y a des problèmes d'électricité, tout le fait personnel, dit vraiment on va tout arranger, on va réduire le personnel, on va limoger les cadres qui plombaient, on va réduire les prestataires, on va revenir en traitement. C'est des mesurettes, c'est des mesurettes. Les investissements conséquents qui pourraient amener le Gabon à son autonomie énergétique, ces investissements conséquents ne sont pas encore mis en place. Et ce n'est pas avec des mesurettes comme celle-là qu'on va résoudre vraiment la question de l'électricité. Mais pour les Occidentaux, ces mesurettes font un effet marketing qui peut toucher la population. Et s'il y a quelques améliorations, les populations peuvent croire effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe. Or, le Gabon peut devenir plus que le Qatar. Le Gabon peut être beaucoup plus que le Qatar. Oui. Donc, on lui fait croire que dans sa renégociation du New Deal, dans sa renégociation de ce New Deal, effectivement, il est un héros et il a décidé donc de poser cela dans du marbre. Et puis, il faut aussi se dire une chose. Dans l'espace politique gabonais, vous avez beaucoup de laudateurs. Regardez Ali Bongo, il a été élu avec quel pourcentage? Il a été élu avec un pourcentage tout à fait gaulliste. C'était
impressionnant. Les chiffres étaient un peu tutoyaient les 80%. Mais bon. Résultat donné tard la nuit, il faut bien préciser, alors que tout le monde dormait. Le 30 juillet dans la nuit, 1er août, on se réveilla, on a vécu avec le président. Les bongos au Parlement, quand il allait dans ces meetings, vous avez vu la campagne, nous avons suivi ça de très près. Quand la campagne, qu'est-ce qu'on ne lui disait pas? On disait 8, 7 malades, mais toujours debout. Il lui faisait toujours croire qu'il y a trop de laudateurs. Trop de laudateurs. Et quand vous regardez les profils, c'est comme si la classe politique gabonaise s'est gonflée de ces laudateurs. Très peu de gens sincères. C'est exactement ce que l'on remarque dans ce qu'on appelle les démocraties néocoloniales. Les laudateurs sont plus nombreux que des gens qui peuvent véritablement amener le pays à une vraie dynamique profonde. Restons dans cette loi fondamentale avec vous, Jonathan Matengenei. Il y a quelques mois encore, sous Ali Bongo, on a vu un ministre de nationalité écossaise être ministre en tout cas de l'environnement et surtout de la forêt, montrer les forêts gabonaises à Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on nous fait savoir aujourd'hui que le fauteuil présidentiel, vous devez être gabonais, père et mère gabonais et avoir une épouse gabonaise. Est-ce pour écarter les étrangers qui avaient pris d'assaut le Gabon? Oui, parce que le ministre en question, c'était les amis de madame. Oui. Donc, ils se sont dit. Oligui Nguema en d'écarter ses anciens alliés d'hier. Ils ont beaucoup vécu. C'était même d'ailleurs ça l'objectif. Tu sais qu'il y a une théorie, il y a une thèse qui dit que Oligui Nguema n'est que la volonté aussi d'Ali Bongo, qui sentant qu'il n'avait plus la maîtrise des choses et que sa femme faisait tout, il a dit bon, de toutes les manières, Oligui, tu as été mon aide de camp, tu as été l'aide de camp de papa. Maintenant, toi, si c'est toi qui prends, en plus tu es mon cousin, si tu prends, tu peux corriger ça. Oui. Il fallait surtout neutraliser Sylvia et son fils Noureddin, qui étaient vraiment très, très extravertis dans leur position. Et d'ailleurs, beaucoup de gens savaient que ces 2 dernières années, c'était Sylvia Bongo qui était carrément la présidente de la République. Donc il fallait protéger et préserver cette fierté gabonaise, que ce soit quelqu'un qui soit... Mais est-ce que c'est ça qui résout le problème? Est-ce que fondamentalement, c'est ça qui va résoudre le problème? Quand vous regardez aujourd'hui la dynamique, la franc-maçonnerie contrôle tout le Gabon. On n'a même pas besoin d'être gabonais pour être extraverti. À partir de la franc-maçonnerie, on peut vous donner des ordres qui vont contre les intérêts du Gabon. Comment est-ce que Oligui Nguema lui-même lutte contre de telles pratiques? D'ailleurs, lui-même les francs-maçons, comment il peut lutter contre de telles pratiques? Donc, le problème gabonais est profond. Mais nous, panafricanistes, nous avons souvent adopté une posture. Nous disons, les révolutions peuvent aller graduellement dans certains États. Oui. Au niveau du Gabon, ils étaient très loin, très avancés dans la France-Afrique. Peut-être que nous sommes dans une phase intermédiaire. Parce qu'il y a des forces panafricanistes au Gabon. Sincères ou pas, ces forces vont également pousser le peuple à quelque chose. Parce que le peuple gabonais va, au fur et à mesure, totalement se panafricaniser. Pourquoi? Parce que c'est le destin historique du Gabon. Vous vous souvenez, le fondateur du mouridisme, c'est Cheikh Amadou Fall, je crois bien, Cheikh Amadou Fall, je crois bien que c'est lui. Je m'excuse si les mourides ne vont pas, s'ils peuvent m'aider, ils vont retrouver Cheikh Amadou Fall, je crois bien que c'est lui. Il a été emprisonné, Cheikh Amadou Bamba, voilà, il a été emprisonné au Gabon. Oui. Là où actuellement est la BEAC, pour sa résistance contre les colons au Sénégal, contre la colonisation française. Ils l'ont déporté puisque c'était la pratique et ils l'ont amené à Libreville. Et là-bas, sur la place où actuellement il y a la BEAC, il se raconte que quand il arrive en territoire gabonais, les Français vont lui proposer de lui verser une pension. Et ils vont lui remettre de l'argent, je crois 50 francs. Cet argent, il va le prendre, il va creuser un trou, il va poser cet argent dans le sol ferme et il va déclamer quelques sourates avant de retourner dans sa géole. Et ce lieu où il avait creusé, il avait mis cet argent. C'est ça qui est devenu la BEAC aujourd'hui, l'agence pays de la BEAC au Gabon. Et les paroles qu'avait dit Cheikh Amadou Bamba,
qui sait, il avait amené déjà cette idée que le Gabon, quelque chose allait naître à cet endroit. Et quelque chose de révolutionnaire. Ce n'est pas la BA du point de vue matériel que nous voyons, mais c'est quelque chose de bien plus puissant qui est actuellement planté au niveau du Gabon. Et ce révolutionnaire sénégalais, ce révolutionnaire africain, a planté cette affaire qui est très forte au Gabon. D'ailleurs, le lien, c'est que Bongo, le père, va s'islamiser en se souvenant de cette histoire. Qui deviendra plus tard El Hadj Omar Bongo. El Hadj Omar Bongo. Et il y a toujours ce lien entre les Bongos et le Sénégal. Mais pas le Sénégal de la France-Afrique. C'est le Sénégal de la résistance. Donc ce lien avec la résistance de l'Afrique, vous savez que l'un des parrains de notre lutte, c'est Cheikh Anta Diop, sénégalais. Donc ces forces qui sont au-delà de ce que l'humain peut concevoir sont en action actuellement au Gabon. Cette constitution que vous voyez, ce n'est que la phase intermédiaire. Monsieur Oligui Nguema peut continuer de croire qu'il a négocié un New Deal. Non. Les forces en action le dépassent. Et il verra bientôt que ces forces le dépassent. Parce qu'il ne peut pas trahir ce combat. Personne ne peut plus trahir le panafricanisme. Personne ne peut plus le faire. Même ceux qui se le mettent en tête, ils disent oh non, je vais jouer ma carte après. À un moment, ils vont voir que la vague est tellement puissante qu'elle t'amène à être sincère malgré toi. Donc, Oligui Nguema, il est dans une phase intermédiaire. Le Gabon est dans une phase intermédiaire. S'il fallait qu'Oligui Nguema soit balayé après avoir adopté ces éléments, parce qu'il y a quand même des éléments aberrants, faire de l'aider. Quelle en est la pertinence? Quelle en est la pertinence actuellement? La lutte est-elle déjà terminée? Le Gabon est-il déjà sur le chemin? Allez, Jerry Rawlings, qui a redressé le Ghana, ne s'est pas prévalu le rôle de héros dans l'aventure. Autre chose également, ceux qui ont renversé Ali Bongo ne seront pas poursuivis. Là, c'est une... Mais qui allait les poursuivre? Comment on va les poursuivre? Oligui aussi, il ne peut pas nous bloquer à ce niveau. C'est tellement ridicule tout ça. Est-ce que lui, Oligui, va se poursuivre? Ça, on peut passer dessus, on sait que c'est... Mais c'est très fantaisiste et puis ça enlève un peu de sérieux à ce qu'il... Parlons justement de cette loi fondamentale. On voulait déjà enlever le rôle de Premier ministre, mais on est en train de changer également. On faisait parler en tout cas de vice-président de la République, mais on pense également à faire revenir le poste de Premier ministre. Vous savez, dans les démocraties néocoloniales, on rêve beaucoup plus grand même que dans les démocraties libérales occidentales. On va vous créer des idéaux un peu plus farfelus ou bien fantaisistes. On va vous dire que c'est la meilleure manière d'équilibrer le pouvoir. Qu'on ne se trompe pas. L'équilibre de pouvoir est une affaire d'homme au pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la forme du pouvoir. La Belgique est un royaume. Et l'Angleterre est un royaume. La Hollande est un royaume. Quand ces pays, vous allez là-bas, dans certains pays, on respecte mieux les équilibres de pouvoir que dans d'autres pays comme les États-Unis. Donc ce n'est pas la forme de l'État. Hein. Parce que les Africains sont drogas là. Donc quand on va dire démocratie ou bien démocratique, ça sera beaucoup plus respecté. L'équilibre de pouvoir est une question de maturité des hommes au pouvoir. Il faut des hommes de poigne. Mettez même 10 vice-présidents. C'est 10 vice-présidents couillons. Le président sera toujours ultra dominant. Et eux, ils auront simplement la volonté de percevoir leur petit cœur. Dès que leur salaire est passé, ils disent bon, je ne me gêne pas. Je suis déjà vice-président, je veux encore. Si vous avez même 10 présidents de l'Assemblée nationale, ce n'est pas ça qui va créer l'équilibre à l'Assemblée nationale. Si vous avez des présidents de l'Assemblée nationale qui n'ont pas à cœur de véritablement faire respecter les institutions, ces présidents vont se mettre au service d'un individu. Donc c'est pas tant la structuration de ces pouvoirs qui compte. C'est la qualité des hommes qui va arriver à la tête. Mais quand déjà vous avez des gens, des laudateurs, qui vous disent qu'on va vous proclamer héros, imaginez-vous comme mon frère Singos, on sort de cette émission et moi, je commence à dire que je vais vous faire héros. Vous allez me prendre au sérieux. C'est pas sérieux. Parce que vous allez vous dire, mais Jonathan quand même, Jonathan, on était à l'émission. Si tu le fais, tu veux me flatter. Et tout flatteur, Dieu dépend de celui qui l'écoute. Donc, il y a des laudateurs encore qui sont nombreux. Oui. C'est pas
tant les hommes, ce n'est pas les postes qui vont faire les hommes, c'est les hommes qui vont donner un contenu à ce poste, qui vont donner de la puissance et de la pertinence à ce poste. Est-ce qu'il y a des hommes pour actuellement? Quand vous voyez la manière dont M. Oligui est en train de marcher sur le Gabon, si c'est lui qui est encore président, là, vous croyez que quelqu'un aura le courage? Est-ce que cette constitution va servir réellement à quelque chose au Gabon? Ça sert essentiellement à flatter les populations. C'est du rebranding de la démocratie néocoloniale qui avait sur les populations. Est-ce qu'aujourd'hui les Gabonais en ont réellement besoin? Certains Gabonais, oui. Certains Gabonais, drogués au narratif de la théorie politique occidentale, ils sont drogués à cela. Ils veulent lire des textes qui sont charmants, chatoyants, des textes qui sont vraiment des plus mirobolants. Qui d'entre nous a déjà vu, on a mis en louange la constitution de l'Iran? Vous avez entendu parler de la constitution? Jamais. Le rôle de l'ayatollah là-bas, c'est quoi? L'ayatollah est le rôle constitutionnel. Mais vous voyez, quand l'ayatollah dit qu'on ira à gauche, le peuple dit au président, nous voulons aller à gauche. C'est pas constitutionnel. C'est encore la preuve que c'est les hommes, la qualité des hommes, qui donne de la pertinence aux institutions. Les institutions, vous pouvez fabriquer les plus belles institutions du monde. Si vous avez des hommes de très piètre qualité, eh bien, vous aurez des institutions qui seront à leur image. Donc, au Gabon, Oligui Nguema part sur un mauvais principe. Mais je le comprends aussi. Il faut flatter, lui c'est un militaire, il faut flatter tous ces intellectuels gabonais qui récitent les doctrines occidentales. Il faut dire non, il faut l'équilibre de pouvoir. On va appeler des constitutionnalistes qui vont vous raconter tout le charlatanisme qui se raconte dans les universités occidentales. Si les constitutionnalistes ne viennent pas de l'étranger. En plus, même quand ils sont gabonais, ils ont souvent besoin de la caution de leur père de l'étranger. Il faut qu'on l'appelle, on dit que non, Nguema, oui, j'ai vu votre constitution, vraiment elle est bien. Le professeur Champollion vient de m'appeler, il me dit que c'est, il dit, ah, Champollion de Paris-Nanterre, oui. Voilà, là, il se dit qu'ils ont la meilleure constitution. Il faut toujours qu'une caution extérieure vienne leur dire que vous faites bien. C'est-à-dire, ils ne sont pas l'autodéterminant et l'autodétermination qu'ils auraient dû. Pourquoi les constitutionnalistes doivent toujours venir de l'extérieur pour venir corriger les lois fondamentales sur le continent africain? En néocolonial, on n'est jamais mature pour soi-même penser son avenir. Regardez comment Macron nous traite, nous les panafricanistes. Il dit que nous sommes stipendiés par la Russie. J'imagine qu'avec nos belles corpulences, nos beaux visages et peut-être nos véhicules rutilants. J'aimerais bien être stipendié par la Russie. Et nos studios qui sont tout à fait, comment dire, 3.0. Parce que quand on voit nos studios, j'imagine que les téléspectateurs se disent waouh, ces gars, la Russie les stipendie assez. Hein? Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Il le dit parce que pour lui, un Africain, Jonathan Bataille ne peut pas avoir ce cuir-là, non? Ah non! Comment il fait pour réfléchir? Il faut qu'un Russe soit dehors pour lui dire voilà ce que tu diras. Et puis il dit mais comment vous dites que monsieur Bose, il a fait les études pour devenir comme ça? Il était à Paris? Non. Au Cameroun? Au Cameroun, il s'est formé comme ça. Non, c'est un Russe qui prépare ses émissions à sa place. Merci. Et puis le Russe t'envoie les sujets et puis il dit bon, monsieur Bose, voilà ce que vous avez posé comme question. Donc, nous, vous êtes tellement en train de regarder tout le temps les questions que les Russes vous envoient. Donc, pour eux, nous sommes incapables de réfléchir. C'est très grave. C'est un argument raciste. Et nos intellectuels reproduisent ce schéma de manière inconsciente. Quand ils veulent faire quelque chose, ils veulent l'autorisation de l'Occident. Vous avez parfois des professeurs, vous leur confiez une commission, ils sont en train de travailler, finissent de travailler, et puis l'un des professeurs le plus mature d'ailleurs, il dit aux autres, c'est d'ailleurs celui qui est considéré comme l'autoritaire, il dit bon, maintenant qu'on a fait, je vais un peu appeler, vous savez que j'aime les gens de l'autre côté. Et il va appeler, il dit non, quand j'ai appelé le professeur Michael James de Stanford, m'a dit, mon frère, cette fois-ci vous avez touché les dieux. Donc, entre eux, ils ne peuvent pas toucher les dieux sans que là-bas, il y a les conseillers techniques de Dieu qui savent que Dieu est touché cette fois-là. Vous voyez un peu, c'est cette conception infantilisante qu'on nous a été fait terroriser, que beaucoup ont et qui amène à aller chercher ces constitutionnalistes. Et nous faisons confiance aux pays de l'AES qui sont actuellement en train de travailler sur des bases purement endogènes. Et nous demandons toujours aux États africains de travailler sur les bases purement endogènes.
Nous, aujourd'hui, les panafricanistes, on n'a pas besoin que les Russes nous disent que ce qu'on fait est bien ou pas. On n'a jamais demandé aux Russes quel est leur avis sur nous. On n'a jamais demandé aux Occidentaux quel est leur avis sur nos émissions. Nous savons que nos émissions sont de très haut niveau. Leurs intellectuels copient. J'ai découvert l'autre jour que les arguments sur la traite des grillets qui a enrichi l'Occident, il y a un chercheur, James Howard. Il a repris ça, il a écrit tout un livre. Tout un livre. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission. Voilà, il reprend nos arguments. Au lieu de nous faire même, de nous envoyer même les droits d'auteur, il va manger tout ça. Mais on ne va pas lui porter plainte parce que la connaissance est universelle. Et ça, c'est la mahad. C'est ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Et nous l'avons toujours fait. Et nous le ferons toujours. C'est la justice. C'est que la connaissance, nous la partageons. Nous ne la fermons pas. Nous n'en faisons pas un dogme. Nous la partageons. Elle est libre d'accès. C'est ce que nous faisons. Et nous avons confiance que ce que nous faisons est de très haut niveau. C'est ce que les Africains doivent se dire. Qu'ils sont capables de produire sans avoir comment on appelle des testants, ceux qui viennent approuver la qualité de leur travail, qu'ils arrêtent cette manière. Dans le cas des Gabonais, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'experts français qui vont certainement... Nous suivrons l'actualité gabonaise avec beaucoup d'attention. Nous leur disons, malgré ce que nous avons fait comme remarque, que les Gabonais se fassent confiance. Nous savons que c'est une étape intermédiaire. Exact. Brice Oligui Nguema, ils sont encore en train de tâtonner, mais ils trouveront leur chemin. Le Gabon trouvera son chemin. Le Gabon a une vocation panafricaniste. Nous sommes convaincus de cela. Que ceux qui jouent même avec le panafricanisme au Gabon le sachent. Le Gabon a une vocation panafricaniste. Nous savons qu'il y a quelques panafricanistes qui essaient de s'engager là-bas, mais il y a d'autres aussi qui jouent avec le panafricanisme. Ils croient qu'ils peuvent dévoiler le panafricanisme. Et bien qu'ils sachent une chose, ils ne pourront pas trahir cette cause. Le Gabon sera une terre panafricaniste. Ce genre de constitution, comme nous avons déjà dit, c'est peut-être pour préparer quelque chose de plus grand qui arrive. On l'espère. Merci à vous, Jonathan Watenge, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Vous savez, votre tribune est particulièrement importante pour notre combat. Pendant les années de pause, pendant les mois de pause, il y a beaucoup qui nous appelaient de partout pour dire, mais panafricaniste TV, qu'est-ce qui se passe? Nous savons qu'il y avait déjà quelques médias. Vous savez, quand un seul de nos médias est en difficulté, c'est toute la communauté qui est sevrée de connaissances. Et Panafricaniste TV a déjà créé son propre chemin. Il faut maintenant qu'elle devienne le soleil du panafricanisme. Merci à vous, Jonathan Watenge. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'intelligence n'a pas de barrière, c'est comme le regard. Il n'a pas de barrière. Bonne journée à toutes et à tous.